soir, Felwine Sarr, d'abord merci d'avoir accepté ce rendez-vous par-dessus les mers et les continents, puisque vous êtes pour le moment aux États-Unis et que, à l'instant où nous nous parlons, je suis moi-même au Cameroun, à Yaoundé, eh bien pour, grâce à l'Institut français, parler précisément des amitiés digitales. Vous voyez, on n'est pas très loin de ce que nous faisons en ce moment. Mais ce soir, Felwine, nous nous retrouvons. D'abord, laissez-moi peut-être, même si beaucoup de nos auditeurs vous connaissent, rappeler qui vous êtes. Vous êtes sénégalais, vous êtes né en 1972, vous êtes écrivain, économiste, mais aussi musicien. Vous avez à votre actif 3 albums, le dernier ayant été pressé en 2007. Donc je crois que la part du travail philosophique et d'écriture a pris le pas un peu, je crois, peut-être sur la part de la musique, mais j'imagine que vous y reviendrez. Vous êtes librettiste également. Vous avez du reste une famille qui est très versée dans la musique, puisque vous avez un jeune frère, Djibril Sarr, qui est lui-même musicien et qui a monté un groupe, Majnoun. Ce soir, Felwine, nous allons nous parler de l'Europe. Alors, ça peut paraître bizarre de venir vous chercher, vous-même qui avez écrit beaucoup sur l'Afrique. Vous êtes connu comme aujourd'hui un des grands philosophes qui avait pensé l'Afrique, son imaginaire, son passé, mais également son futur et ses rêves, notamment à travers 2 textes que je voudrais quand même citer. Le texte remarquable qui s'appelle Afrotopia, qui est paru en 2016 et qui a eu le Grand Prix de la recherche. Et puis également un petit texte que vous avez fait paraître en 2017 qui traite d'une problématique à la fois politique, écologique, sociale, habiter le monde. On entend derrière du reste une question heideggerienne sur habiter. Et puis enfin, vous avez écrit en collaboration avec Achille Mbembe en 2017, Écrire l'Afrique. Alors ce soir, je voudrais d'abord vous poser une question d'entrée de jeu plus personnelle. Quel est votre rapport à l'Europe, puisque vous y avez vécu une partie de votre temps de formation, puisque je crois que vous avez passé quelques années à l'université d'Orléans. Alors, j'ai passé ma tendre enfance en Europe, en France, entre Strasbourg et Versailles. Parce que mon père était militaire et il y a fait son école d'officier. Donc, j'ai commencé l'école en France, le jardin d'enfants et la petite moyenne grande section. On est rentré au Sénégal. Donc, j'y ai passé le reste de l'enfance, l'adolescence jusqu'au bac. Et après le bac, je suis revenu en France et j'ai fait toute mon université à Orléans et j'ai vécu 15 ans à Orléans. Et quand j'étais avant 40 ans, quand je faisais le décompte de mes errances, quand j'additionnais les années de l'enfance et celles passées en France pour la fac, ben, j'avais vécu plus de temps en Europe qu'au Sénégal. Donc, je dirais que c'est en tout cas la France en tout cas, et, voilà, et l'Europe, j'ai le sentiment de pouvoir la regarder du dedans et du dehors. Voilà. J'ai le sentiment d'avoir vécu assez longtemps pour avoir cette connaissance intime des sociétés que l'on ne peut avoir que lorsque l'on est là et qu'on vit longtemps avec les gens. Et en même temps, quoi, comme je suis d'Afrique et je suis retourné après au Sénégal à enseigner et j'ai beaucoup circulé entre ces 2 continents. Et j'ai le sentiment d'être voilà, d'être à la croisée des chemins, de pouvoir regarder l'Europe en relief, quoi. Donc d'avoir un regard du dedans et du dehors. Alors vous étiez donc à Orléans, ville à la fois d'un grand, disons, un grand intellectuel, Georges Bataille, Oui, tout à fait. puisqu'il il a vécu à Orléans, il a été conservateur, mais également vous avez voyagé en Europe. Est-ce que vous avez voyagé en Allemagne, Oui, oui, en oui. Angleterre, en Italie Oui, oui. En fait, j'ai énormément voyagé en Europe et ailleurs.
D'ailleurs, je viens de publier un ouvrage qui s'appelle La saveur des derniers mètres, qui est un récit de voyage, quoi, où je raconte des voyages sur les 4 continents. Mais j'ai beaucoup circulé en Europe. Et quand j'étais à Orléans, j'avais une vie active musicale. Donc, au gré de la musique, on a beaucoup joué, on a beaucoup tourné dans plusieurs endroits, quoi. Donc, il n'y a que l'Europe de l'Est que je ne connais pas bien, mais que je ne connais pas très bien, quoi. Mais tout le reste, quoi, du Portugal, l'Espagne, l'Italie, le Sud, l'Allemagne, j'ai circulé en Europe, ouais. Est-ce qu'à un moment donné ou un autre, puisque vous y avez quand même passé beaucoup de temps, vous vous êtes senti ou vous vous êtes dit, je suis européen ou j'ai une partie de moi qui est européenne? Non, je ne me suis pas senti européen et c'est une question intéressante. Je ne me suis pas senti européen parce que le prisme à travers lequel je devais me sentir européen, c'était la France. Et la grande difficulté avec la France, c'est le sentiment d'appartenance. C'est que vous y habitez, vous grandissez, vos enfants y naissent, vous avez une histoire intime avec le pays, mais on continue toujours à vous renvoyer à vos origines. On continue toujours à questionner, même des fois de manière inconsciente et gentille, votre appartenance à la communauté nationale. Même lorsque certains ont la nationalité, lorsque leur faciès rappelle une origine africaine ou étrangère, on leur demande ben, d'où êtes-vous. Lorsqu'ils disent ben, je suis d'Orléans, de France, on leur dit oui, mais d'où êtes-vous vraiment, quoi? Vraiment, d'où êtes-vous, tu vois? Donc, et puis, donc, il y a toujours une condition de fragilité et d'incertitude. Et donc, du coup, Mais est-ce que, Felwine, je vous interromps, est-ce que ça ne serait pas la même chose si on demandait, par exemple, à un Marseillais qui a un accent terrible, de dire, oui, tu es français, mais oui, mais tu es de Marseille quand même. non, 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 c'est pas la même chose. Parce qu'en fait, je mets en regard la manière dont les sociétés africaines, avec leurs limites, il ne s'agit pas d'idéaliser quoi que ce soit, mais elles ont un art d'intégrer la différence depuis très longtemps. Elles ont un art de tisser et de te faire sentir membre de la communauté. Tu viens du Mali, tu t'appelles Diarra, on va t'appeler Diop à Dakar, on va te trouver un linéage, une chronologie, et la société a beaucoup d'outils pour faire que tu te sentes chez toi. On va dire, bah, et puis on va t'adopter, et puis etc., etc., etc. Et puis il y a du cousinage à plaisanterie. Et l'idée des singularités qui font une communauté et comment la communauté s'ouvre pour accueillir ce qui arrive et comment elle leur donne le sentiment de communauté, ça sont des choses sur lesquelles je pense qu'en dépit de nos difficultés et de nos ombres, on a beaucoup de choses à apporter. Et non, ce n'est pas juste la singularité. On peut comprendre que la singularité, que ce qui... Mais c'est vraiment les identités. C'est vraiment la signalétique, c'est ce qui fait qu'on t'identifie. Je veux dire, au bout d'un certain Oui, temps, une société que j'appelle post-coloniale ben, devrait intégrer dans son imaginaire la pluralité des signes d'appartenance. Tu vois, que on vous va, ayez un accent, voilà. Que vous ayez un accent, ouais. voilà, que l'imaginaire ne soit pas, bon là je caricature un peu quoi, le béret, tu vois, le piché voilà, et la couleur de la peau. On va revenir bien sûr à tout ça, hein, à cette question, mais je voudrais passer au fond vous avez déjà commencé à nous dire comment vous perceviez l'Europe et quel était au fond le problème dans cette perception, mais peut-être avant, comment percevez-vous l'Europe, c'est-à-dire il y a plusieurs Europes, il y a l'Europe des peuples, il y a l'Europe des nations, là, il y a l'Europe des institutions, et puis il y a l'Europe de la pensée. Alors j'aimerais qu'on prenne, si vous le voulez bien, ces 4 chapitres. L'Europe des peuples, d'abord. Déjà, j'aimerais dire que j'apprécie hautement le fait que tu distingues ces Europes comme on aurait distingué d'autres lieux, en montrant qu'en fait, l'entité symbolique n'est pas homogène et qu'il y a de la pluralité, quoi. Bah, l'Europe des peuples, j'ai l'impression que, en même temps qu'elle a construit son identité européenne depuis, on va dire, peut-être depuis bien avant le traité de Rome, quoi, et qu'il y avait des dynamiques historiques, culturelles, sociales qui construisaient l'Europe, sur lesquelles le traité de Rome et toute la construction économico-politique a pu se faire, et que les programmes Erasmus ont renforcé, et que la monnaie unique, et que tout ce qu'on veut. Je la trouve dans un rapport des fois schizophrénique et ambivalent avec cette Europe-là, quoi, que l'on veut en même temps, mais que l'on ne veut pas toujours, tu vois. Mais je crois quand même qu'il y a un sentiment européen qui existe, mis à part peut-être les Anglais qui sont une île, qui sont à part, mais je crois qu'il y a un sentiment européen qui existe et je crois que l'imaginaire et la symbolique d'appartenir à une communauté qui s'appelle Europe
je, je pense qu'il s'est implanté, même si on reproche à Bruxelles un certain nombre de choses. Voilà, je pense qu'on se sent européen, quoi. On se sent européen et puis on se sent d'autant plus européen lorsqu'on sort de l'Europe. Voilà. J'ai toujours le sentiment, pour ma part, d'être, c'est surtout quand je vais aux États-Unis, d'être très européen. Tout à fait. Parce que, en fait, je repense à ce que disait Umberto Eco, et c'est peut-être du reste ce qui rapproche, disons, l'Afrique de l'Europe, si on doit essayer de faire des ponts. Mais Umberto Eco, on lui disait, mais au fond, qu'est-ce que c'est que l'Europe? Et il disait, l'Europe, c'est une chose, la traduction, c'est-à-dire le multilinguisme et pas une langue. Et quand on va aux États-Unis, en effet, la grande force des États-Unis, c'est d'être monolingue. Or, encore qu'aujourd'hui, il faudrait dire bilingue, puisque l'espagnol est quasiment aussi important que l'anglais. Mais enfin, il y a peu de langues. Alors que l'Europe, il y en a beaucoup. Donc, c'est la traduction. Est-ce que c'est quelque chose qui parle à l'Africain? Ah, absolument, parce que l'Afrique est quand même le creuset d'une pluralité de langues, quoi. Je veux dire, je pense au dernier recensement, peut-être autour de 2000. C'est énorme, quoi. Avec des aires culturelles différentes du nord au centre, à l'ouest au sud. Et s'il y a vraiment quelque chose qui singularise ou qui identifie le continent, c'est le plurilinguisme ou le multilinguisme. Avec cette idée que même dans beaucoup de pays africains, lorsque vous naissez, comme dans le continent, vous parlez 2 ou 3 langues, déjà quand vous parlez 2 ou 3 langues, déjà, vous êtes déjà plurilingue, quoi. Déjà, je veux dire, je parle Wolof, je parle Serer, déjà, quoi, avant de parler français, anglais, etc., etc. Donc, oui, absolument. C'est un élément probablement aussi de la richesse de pensée. Et ça m'amène évidemment à la question de la pensée européenne, car au fond, on est frappé dans votre essai sur Afrotopia de la part de l'imaginaire. Et quand on pense à la pensée européenne, au fond, ce qu'on pourrait dire, c'est que peut-être l'imaginaire européen a été dominé depuis peut-être l'Antiquité, si on veut parler d'imaginaire, par disons, la prégnance de la pensée prométhéenne, c'est-à-dire de la pensée technicienne, qui instrumentalise tout. Et c'est peut-être peut-être à la fois la grande force, mais peut-être aussi pour vous qui avez réfléchi à l'imaginaire africain, à l'Afrotopia, c'est peut-être aussi pour l'avenir la grande faiblesse de l'Europe. Je partage assez ce point de vue et je note que tu fais remonter cette pensée à l'Antiquité, alors que généralement on la situe chez Descartes, quoi, maître et possesseur de la nature. Oui, Mais oui. effectivement, elle a des racines beaucoup plus anciennes, quoi. Elle a des racines dans le mythe prométhéen, quoi, de voler le feu et toute la raison techno-instrumentaliste qui a pris le dessus parce qu'elle n'est pas que ça. Je veux dire, si on adhère à l'histoire officielle de la philosophie, elle est d'abord humanitas, elle est d'abord, tu vois, vous pensez philosophique avant de devenir raison avec un grand R, raison scientifique, raison technoscientifique. Mais je pense que ce qui la caractérise, c'est qu'à un moment donné, d'avoir objectifié le vivant, la nature, de s'être séparé par une opération de la raison et d'avoir estimé qu'elle pouvait appliquer au reste du vivant une raison instrumentale, quoi. Et que cette raison instrumentale, elle s'est déclinée dans le geste économique, elle s'est déclinée dans le geste technologique, elle s'est déclinée dans le rapport au vivant, et elle est devenue dominante, en tout cas ces 5 derniers siècles. Et je pense que l'un des problèmes, l'une des difficultés avec les questions écologiques qui se posent avec une grande acuité, c'est l'imaginaire qui sous-tend le rapport au vivant. Et elle est où cette armature dogmatique? Où est-ce qu'elle va se loger? Où est-ce qu'elle va se loger? Dans quelle cosmovision, quoi? Parce qu'il ne faut pas croire. Il y a des mythologies du progrès et du progrès technique, quoi. Tous les groupes humains élaborent des mythologies pour donner sens au présent et appréhender le futur. Et il y a une mythologie de la raison technoscientifique qui irrigue les rapports avec le reste. Et je pense que l'un des défis, c'est d'opérer aussi le travail là-bas. C'est de faire le travail là-bas pour qu'ensuite les ordres techniques, les ordres scientifiques, les ordres du savoir-faire, qui ne sont pas les ordres des finalités, puissent opérer des révolutions profondes pour changer la relationnalité. Et
et sans vouloir essentialiser, je pense que l'Amérique latine, l'Océanie, l'Afrique ont encore gardé les rapports avec le reste du vivant qui sont beaucoup plus, je dirais, harmonieux, qui sont beaucoup plus transactionnels, qui, ne, même s'il y a des rapports d'utilité qui existent, mais qui sont des rapports de coopération, de négociation, et même, je veux dire, des rapports de plasticité ontologique entre les différentes identités, et des cosmovisions qui autorisent la discussion, la négociation, le partage, etc., entre les espaces, et qui considèrent qu'il y a une unité du vivant, et que nous sommes dans le vivant, et que nous ne sommes pas séparés du vivant. Et je pense que là, il y a vraiment un travail à faire à l'espace, dans l'espace des épistémologies qui sont fondées sur des imaginaires de la relation avec ce qui est censé ne pas être soi, et qui datent de quelques siècles, quoi, et qui se fondent fondamentalement sur une raison technoscientifique qui est devenue hégémonique, alors qu'elle a une utilité dans certains espaces, mais elle a débordé ces espaces, je dirais, de pertinence et d'acuité. Et ça me semble être l'un des défis. C'est-à-dire que des fois, on veut dénouer les choses dans des espaces, alors que les choses se sont nouées dans des lieux beaucoup plus lointains et beaucoup plus profonds. Et je pense que l'espace des épistémologies fondatrices, parce qu'une épistémologie, justement, quand elle fonde un ordre social, un ordre politique, un ordre économique, un ordre éthique, elle fonde les subjectivités, elle vous révèle des mondes, elle vous en obscurcit d'autres. Et quand vous voulez refaire monde, vous devez repartir là, quoi, comme dans ces lieux-là. Je vous écoute et ce que vous dites me frappe beaucoup parce qu'en effet, il y a une forme d'excès. Vous le savez très bien, Prométhée, c'est aussi l'excès. Il est dans l'hubris et il sera donc puni par les dieux. D'une certaine manière, aujourd'hui, on a le sentiment que, au fond, le monde, la nature, l'environnement punit gravement la société technicienne de cet excès de pouvoir. Et en même temps, je pense à ce que l'Europe a pu produire aussi comme pensée réparatrice, ou en tout cas avertisseuse. Je pense au principe responsabilité de Hans Jonas, qui développe une pensée précisément d'alerte et de responsabilité. C'est-à-dire, dans ce terme particulier de responsabilité, vous savez qu'il y a le terme, on est responsable quand on a commis un crime, donc on est passible d'un châtiment, hein, c'est ça la responsabilité, on est responsable de ce que l'on fait, mais il y a un autre terme de la responsabilité, c'est quand on est responsable pour quelqu'un. Et il me semble que Hans Jonas développe une pensée qui me semble, qui, vous allez me le dire, pourrait être africaine, car elle est une pensée pour la nature, considérant que la raison technicienne est devenue trop forte et que la nature est devenue trop faible. Et quand on est responsable pour, c'est qu'on doit prendre soin d'eux. Nous sommes responsables car nous devons prendre soin de ce qui est faible. Je pense que l'école de Francfort, Hans Jonas, peut-être même on pourrait monter à Habermas avec la critique des excès de la modernité technoscientifique, on peut rajouter des gens comme Axel Honneth. Il y a là quelque chose d'une pensée de la réparation. Je pense aussi que dans toute une nouvelle pensée écologiste européenne qui émerge, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais je pense que c'est faire trop de crédit à l'Europe que considérer qu'elle a produit une pensée réparatrice. Je pense que là-dessus, elle est quand même largement derrière ce qui se fait dans d'autres lieux du monde. Eyton Krenak, les indigènes de l'Amérique latine, de l'Amazonie, il y a une profonde pensée réparatrice du vivant qui existe là-bas depuis de longues années. Les pensées Xhosa, les philosophies Ubuntu, etc., etc., ce sont des pensées réparatrices. Et ce qu'on souhaiterait, c'est qu'en fait, ces pensées réparatrices dominent le corpus et dominent l'épistémé européenne actuellement. Je pense qu'il faut reconnaître à la raison européenne ou aux lumières européennes d'avoir produit énormément de belles choses, mais il faut aussi lui faire le procès de n'avoir pas assez pensé la réparation, de n'avoir pas de s'être séparé de ce qu'elle appelle la nature, tout le travail de Descola, je veux dire, et donc l'indique, et effectivement, aujourd'hui, Descola, Latour, et toute une, voilà, et toute une pensée écologique européenne émerge et a pris conscience de ce fait-là. Mais même là, on peut aussi faire le procès de l'anthropocentrisme. J'aime bien l'idée d'être responsable pour.
et dans beaucoup d'endroits du monde, l'Équateur, la Colombie, l'Australie, l'Inde, on commence à penser à octroyer des droits à la nature, en faire un sujet juridique. Mais la question qui se pose, c'est que qui parle au nom de la nature? Et le langage qui est autorisé à parler au nom d'eux. Et toute la réflexion devient anthropocentrée, alors qu'on n'a pas envisagé qu'il fallait que l'on apprenne le langage de la nature, que la nature devrait pouvoir se représenter elle-même à travers des modalités de signification qui lui sont propres. La nature n'est pas qu'une trace passive, elle est aussi une trace active. Elle peut dire ce qu'elle subit, et à condition que nous nous mettions à l'apprentissage de ces langages et que nous ne considérions pas que nos seuls modes langagiers à nous sont ceux qui sont valables devant des tribunaux et des cours. Vous prenez une zone qui a été déforestée ou dévastée par une multinationale sur 10 ans, vous prenez des photographies et dans 10 ans, vous allez voir l'évolution des traces et la nature a parlé, quoi. Elle a parlé d'elle-même. Mais ce langage devrait pouvoir être entendu dans un tribunal. Et il y a des gens qui font des travaux là-dessus. Il y a une indienne d'origine africaine et indienne qui vit en Angleterre, qui s'appelle Sheila Sheikh, qui fait un travail sur ces langages-là, quoi. Et la nature, elle signifie sans parler, notre langage à nous. Et comment pouvons-nous dialoguer avec elle en n'étant pas anthropocentrés? Quand on va chez les Yanomami, il y a tout un travail, et chez les Pygmées, vous êtes au Cameroun, à Kribi, il y a toute une biophonie que ces groupes humains ont appris. Ils ont appris le langage des animaux, le langage des oiseaux, ils les connaissent. D'ailleurs, lorsqu'ils font de la chasse, ils les leurrent en imitant à la perfection leur langage. Et ils ont tellement appris leur langage que ces onomatopées et cette biophonie a intégré le langage humain. C'est-à-dire que dans leur langage, ils ont... Oui. Et donc, du coup, ils ont créé un espace interlocutoire en se mettant à l'apprentissage des langues du vivant. Et c'est absolument intéressant, cette démarche. Donc peut-être que même dans ce geste de responsabilité, nous avons encore une position trop centrale qui fait que nous ne nous mettons pas à l'écoute du reste du vivant et nous ne nous mettons pas dans une position où nous estimons que oui, on doit avoir un rapport qui ne les affecte pas négativement, mais peut-être on doit déjà apprendre à créer, à acquérir des langages qui nous permettent d'être en communication, si ce n'est en communion. Et là-dessus, les cosmovisions africaines, australiennes, aborigènes sont largement en avance sur ce qui se fait en termes de projection juridique du sentiment de responsabilité. Je dirais même, Saint François d'Assise était largement en avance avec sa fraternité ouverte. Voilà, mon frère l'animal, les animaux. Mon frère le loup. Mon frère le loup. Donc, à mon avis, il y a un chemin là-bas. Il y a un chemin là-bas, quoi. Au fond, est-ce qu'on peut dire, Felwine, que aujourd'hui, c'est la fin, d'une certaine manière, de l'Eurotopia, si Eurotopia il y a eu? Non, en fait, il faut une Eurotopia. Il faut réouvrir l'espace du possible et l'espace et considérer que les horizons restent ouverts et que ce n'est pas le fin mot. En fait, c'est ça l'idée, c'est que durant ces 5 derniers siècles, l'archive européenne a guidé le monde. Elle a irrigué toutes les dynamiques sociales, culturelles et politiques. Elle s'est étendue. Mais cette archive, celle-là, de la modernité ou de la pré-modernité, elle est fatiguée, elle est usée. En fait, il faut la renouveler. Il faut la renouveler par plusieurs biais. Les matrices culturelles se renouvellent en s'ouvrant au reste du monde et considérer que le monde est une archive absolument riche et qu'on ne peut pas rester sur la petite tête d'épingle d'une petite archive européenne. On lui a trop demandé. On lui a demandé les Lumières, on lui a demandé la démocratie, on lui a demandé l'économie capitaliste, on lui a demandé énormément de choses. À un moment donné, elle est fatiguée, elle s'épuise. À un moment donné, il faut aller chercher des ressources dans le reste des écologies, des savoirs du monde et renourrir et re-irriguer. Et donc, être en mesure de se mettre à l'écoute, être en mesure de se mettre à l'apprentissage des épistémologies du monde. Et c'est ça la grande difficulté. Je donne juste un petit exemple contemporain. Lors de la crise du Covid, au tout début, ce qui était intéressant, c'est de voir comment la géopolitique des savoirs fonctionnait. Les Chinois font l'expérience de ce virus en premier. On pouvait apprendre d'eux. On s'est moqué, on s'est gossé, on les a regardés de haut, alors qu'on pouvait gagner un temps précieux en se mettant à l'école de leur expérience. On ne l'a pas fait parce qu'en fait, le savoir vient d'Europe.
L'expertise vient d'Europe. Donc, rien qui n'a été produit ici, expérimenté, ne vaut pas grand-chose. Et la catastrophe, elle est arrivée comme une vague que l'on aurait pu éviter en étant plus humble et en étant à l'écoute. Mais on s'est moqué d'eux. En plus, c'est des dictatures. En plus, les statistiques sont fausses, etc., etc. Il y avait l'expérience. Il y avait l'expérience en Corée. On pouvait gagner du temps. Mais on ne l'a pas fait. Et ce n'est que lorsqu'on n'a pas eu le choix. Même les masques en France, ils ont dit ça ne servait à rien. C'est ça la première réaction. Justement parce que ça ne venait pas de. Et alors qu'en Corée, on savait que ça servait à quelque chose. En Chine, on savait que ça servait à quelque chose. Et il fallait juste apprendre. Il fallait juste considérer que là, on se mettait à l'écoute. Voilà, à l'écoute du monde, quoi, etc. Et c'est ça l'une des grandes difficultés de l'inconscient européen. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde, mais la difficulté à se mettre à l'écoute du monde, puisque pendant plusieurs siècles, on a été les prescripteurs. Vous avez dit, et c'est très intéressant, vous avez parlé de fatigue, au fond de fatigue des modèles européens, et vous avez cité la démocratie. Est-ce que c'est cette fatigue qui explique en effet la crise de la démocratie, celle qu'on voit en Europe, mais celle qu'on a vue également au Capitole? Oui, oui. En fait, l'essence même de l'idée, elle est absolument fondamentale. L'idée de dire qu'une communauté doit pouvoir configurer son destin, qu'une communauté doit pouvoir attribuer le pouvoir, le déléguer, mais en créant des contre-pouvoirs qui le balancent. Qu'une communauté doit pouvoir faire participer le plus grand nombre aux décisions qui les concernent et qu'une communauté doit pouvoir partager le bien-être de manière équitable. C'est une superbe idée. Et je ne vois pas de communauté humaine qui ne souhaiterait pas cette idée dans son essence. Sauf que les formes institutionnelles que cela prend sont plurielles et diverses. L'une des grandes erreurs, ça a été de croire qu'en fait, il y avait une forme institutionnelle qu'il fallait répliquer partout, sans qu'elle soit irriguée par les histoires culturelles et sociales des groupes humains. Et puis, il y a une sorte d'amnésie institutionnelle, en tout cas, si je la ramène en Afrique, en considérant que les groupes humains n'avaient pas d'histoire institutionnelle. Ils ont des histoires institutionnelles. Ils ont des manières de mettre en place, de produire des procédés délibératifs. Ils ont des manières d'instituer le pouvoir, de le légitimer, de le contrer, de l'équilibrer, de faire en sorte qu'il y ait une parole qui opère. Et c'est ça, et c'est pour ça que cette forme s'est asséchée dans le temps, puisque justement, on ne l'a pas réirriguée par ces ensourcements-là dans plusieurs lieux. Et donc, la crise qu'elle démontre, c'est la crise du fond et de la forme, c'est la métonymie, c'est le contenant qui n'est plus à la hauteur du contenu. Et c'est ça qu'il faut repenser fondamentalement. Voici les idées maîtresses qui guident, mais aujourd'hui, dans notre contemporanéité, dans notre histoire politique et culturelle actuelle, quelle forme elles devraient prendre? Avec l'idée que les formes ne sont jamais achevées. Pour être fidèle à la lettre, pour être fidèle à l'esprit, il faut toujours réinventer les formes. Et comme le pense Bergson ou Bachir ou Iqbal, que la fidélité, elle est dans le mouvement. La fidélité est dans le mouvement. Les formes s'achèvent, elles s'épuisent, elles ne sont jamais achevées. Mais à un moment donné, on prend une forme, on considère qu'elle est achevée et qu'il faut rester là-dessus. Et oui, et puis petit à petit, la forme, elle dévie. Donc, le médium trahit le message fondamentalement. Et c'est ce qui se passe quand ces formes sont capturées par les oligarchies capitalistes, par les oligarchies des élites, par les oligarchies journalistes, par énormément de choses qui font que fondamentalement, on s'écarte de l'idée première dans le temps. Et donc, c'est pour ça qu'il faut repenser la délibération. Il faut repenser l'espace délibératif, comment dans un groupe humain, comment dans une assemblée, comment dans une communauté, on met en place une parole qui opère. Et c'est ça qu'il faut refaire. Et là aussi, il y a énormément de ressources qui existent, qui sont là, qui attendent d'être réinvesties, si tant est qu'on considère qu'on doit les réinvestir. Alors justement, vous dites très bien et très fortement dans Afrotopia qu'il n'est pas question que l'Afrique, entre guillemets, rattrape son retard. Quel retard, puisque les formes doivent évoluer, parce qu'il faut réinventer les formes de délibération et que probablement l'Afrique, elle est porteuse de types ou de modalités de la délibération qui pourrait être peut-être une manière de réinventer, en tout cas d'inspirer de nouvelles, un nouveau souffle pour la démocratie. Quels sont, au fond, quelles sont les leçons, quels sont les apports, quels pourraient être les apports de l'Afrique dans ces crises?
Je pense qu'il y en a plusieurs, et puis ils sont tellement riches qu'on pourrait y passer la nuit, mais je vais en citer juste quelques-uns. C'est-à-dire que je rappelle, et il faut le rappeler, hélas, que quand on dit que le continent est le berceau de l'humanité, il n'y a aucune gloire à en tirer. On va dire que c'est un fait contingent. Mais ce que ça veut dire que les formations sociales historiques les plus anciennes du monde sont africaines. Que la mémoire de la communauté humaine, du vivre ensemble, qui est la plus ancienne du monde, elle est en Afrique. Et que même quand Homo sapiens est sorti du détroit de Gibraltar, qu'il a essaimé en Europe et en Asie, les sociétés africaines ont continué à suivre le cours de leur histoire longue. Donc, et si ces sociétés-là sont aujourd'hui ici, ça veut dire qu'elles ont transmis un capital culturel, elles ont transmis un savoir-faire, elles ont transmis des savoirs pour rendre la vie durable et pérenne, qu'elles sont passées à travers des épreuves, des acmés et des abîmes et des abysses, et qu'elles ont emmagasiné dans leur mémoire longue tout un savoir, faire communauté, faire société, quoi, qui est là et qui est absolument important et qui se traduit dans des philosophies sociales, qui se traduit dans de la raison orale, qui se traduit dans des outils sociologiques et anthropologiques, dans des ressources sociologiques et anthropologiques. Comme par exemple... Oui, oui, allez-y. Non, non, comme par exemple, pour donner une image. Oui, en fait, je voulais penser à la philosophie de l'Ubuntu, mais ça, c'est déjà su. Chez les Xhosa, ce sur quoi, entre autres, Nelson Mandela s'est fondé pour opérer, mettre en place un processus de réconciliation avec l'idée que je suis parce que nous sommes et que l'individu et la communauté ne sont pas deux entités mutuellement exclusives, quoi. Et que fondamentalement, l'individuation, elle a de sens parce qu'après, elle retisse des solidarités et qu'il y a une sorte de dialectique, dialogique entre les deux termes et que je ne peux pas être un individu séparé. C'est à ça que je voulais venir. L'une des questions qui se pose à nous, c'est que, en gros, qu'est-ce que la démocratie dit aussi dans sa forme occidentale? C'est qu'on forme une société d'individus, on forme une société de singularité qui se reconnaissent mutuellement. Et dont la règle, donc la loi, va être le garant, etc., etc. Et puis l'égalité, la fraternité, tout ce qu'on veut. Mais non, on ne forme pas des sociétés de singularité. On n'évacue pas des individus, leur généalogie, leur histoire, leurs imaginaires, leur épaisseur, tu vois, leur mémoire, etc., etc. Et la question, ce qui fonde la citoyenneté, ce n'est pas l'individu atomisé. L'individu doit être pris avec ses excroissances, avec ce qui le fonde, avec ce qui en fait un humain dans la communauté. Donc là-dessus, les sociétés africaines ont su prendre les individus avec leurs oripeaux et leurs attirails, tu vois, et négocier leurs oripeaux et leurs attirails, et faire communauté avec ça, et faire que ce soit des totalités qui ne gomment pas les aspérités. Là-dessus, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à aller apprendre dans cette manière de tisser, de faire communauté, de faire qu'un groupe ne soit pas, ne soit pas un attroupement, mais que ce soit une assemblée. Et qu'est-ce qui fonde la citoyenneté, quoi? Ce n'est pas l'individualité extraite, atomisée, extraite de toute forme de, je dirais, de lien qui déborde. Tu vois, donc la possibilité de faire lien. Et deuxième élément important, c'est que je note que souvent, quand on dit, bon, oui, on n'a pas à imiter de manière, je dirais, non réfléchie les modèles, parce que la proposition, elle est beaucoup plus complexe que ça. L'idée, ce n'est pas de dire qu'il faut être autarcique et qu'on n'a rien à apprendre du reste du monde. L'idée, c'est qu'il faut être autonome. Il faut avoir la liberté de choisir les fleurs du jardin qui composent notre bouquet. C'est-à-dire qu'on a une histoire sociale, culturelle qui est riche, on a des ressources, mais les groupes humains se sont toujours auto-empruntés. Et les civilisations les plus florissantes, ce sont celles qui ont fait la part de l'altérité, celles qui ont pu articuler des mondes complémentaires en eux. L'Europe est une synthèse. L'Europe qui a été florissante à celle de lumière, le monde arabo-musulman, la Perse, les circulations, les voyages, etc., etc. Elle a su opérer ces synthèses-là. Donc, les groupes humains opèrent des synthèses. La question, c'est qu'il faut qu'ils aient le choix de choisir les éléments de la synthèse et de choisir des éléments qui s'intègrent dans leur foyer, dans leur creuset et qui font sens pour eux. Donc, du coup, ce n'est pas l'autarcie, mais ce n'est pas aussi l'imitation servile et non réfléchie et surtout l'imitation inadéquate. Donc dans ça, il faut le préciser parce que souvent, lorsqu'on revendique un ancrage africain, on a vite fait de nous essentialiser. Oui, mais qu'est-ce qui est spécifiquement africain? Comme des questions qu'on ne pose pas aux Européens. Lorsqu'on dit la pensée européenne, on ne dit pas oui, mais comment ça, il y a une pensée européenne? Lorsque vous dites africaine, il y a un soupçon de l'essentialisation. Donc, ça, c'est une chose. Et deuxième élément que je trouve aussi, je dirais, intéressant, il y a souvent, on nous demande de prouver ou de démontrer
de montrer ce que l'on peut apporter. Je me dis, mon Dieu, quoi. Si on en est là encore, alors que si on en est là, si on en est là à devoir, notre présence au monde, elle suffit largement, en fait. Elle se suffit à elle-même. Elle se suffit à elle-même, quoi. Il y a eu une époque, effectivement, où Cheikh Anta Diop, la négritude, tout un tas de mouvements ici de continent ont répondu à l'injonction de la non-civilisation. C'est-à-dire que le discours issu du fait colonial, qui faisait de l'Afrique une table rase pour justifier la mission prétendument civilisatrice, a posé la question de l'identité, de la race, du territoire, de la civilisation. Et une génération d'intellectuels africains ont répondu en exhumant des réalisations culturelles, sociales, politiques, scientifiques du continent. Et c'était une manière d'accéder à l'humanité, quoi, à l'humanité qui était contestée. Mais je me dis, on doit en finir avec ça. On doit en finir avec le régime de la preuve, tu vois, le régime de la preuve civilisationnelle, culturelle. Et d'ailleurs, il y a eu une grosse production. On n'a pas à exhiber la fierté de la négritude comme dans les années 50 ou 60. C'était une forme de réponse, c'est un peu ce que tu dis. Oui. Réponse à l'injonction européenne. Oui, oui, et elle était nécessaire. Elle était nécessaire parce que aussi, c'est très facile, 50 ans après, un demi-siècle après, de dire oui, mais, tu vois, et de ne pas replacer leur réponse dans le contexte de la situation coloniale qui était la leur et de la violence de la négation qui leur était opposée. Et ça, il faut se rappeler que c'était une négation fondamentale, qu'on a nié leur humanité, fondamentalement, et ils ont dû reassessment, ils ont dû réaffirmer leur humanité et il fallait le faire. Et avec une idéologie raciste, pseudo-scientifique, tout ce qu'on veut. On connaît tout ça, quoi. Ramo Gobino, de l'inégalité des races. Oui, on connaît tout ça. Donc, ils ont pu. Mais je pense que même si le racisme n'est pas guéri, qu'il est encore là, mais je pense qu'on doit sortir de ce face-à-face avec l'Europe. On doit sortir de la réponse. Est-ce que ça veut dire qu'on peut aller vers l'hybridation? Tu parlais tout à l'heure de synthèse. Toute pensée est une synthèse des hybridations. Mais je pense que les hybridations, elles se font naturellement, elles se font chez les académiques, chez les penseurs qui lisent du tout, quoi, qui se nourrissent à toutes les sources, quoi, des sources européennes, des sources asiatiques, des sources africaines. Et là où leur sensibilité les mène et leurs intérêts, je dirais, ils font miel de toutes les humanités, quoi. Je veux dire, comme la recherche, c'est ça. En fait, il n'y a pas d'épuration ethnique dans ce que vous lisez. Je veux dire, vous lisez des auteurs qui vous parlent, quoi, d'où qu'ils viennent. Et vous êtes en dialogue avec eux. Et Frantz Fanon était en dialogue avec Maurice Merleau-Ponty, Sartre, etc., et qui on veut, quoi. Et vous êtes aussi, vous êtes le produit de votre époque, des questions de votre époque, de votre génération. Donc, je pense qu'elle se fait déjà dans l'espace académique. Mais là aussi, c'est délicat. Quand on apporte la réponse de la créolisation à la Glissant, qui est absolument importante de prime abord, Glissant dit, attendons un peu, laissez-nous un peu dans l'opacité. Et le temps de l'opacité est intéressant parce que pour des groupes humains pour lesquels on a nié l'apport, la singularité, l'idiosyncrasie, etc., il y a un temps où ils ont envie de reconstruire leurs infrastructures psychiques, leurs histoires, sur leurs histoires sociales, politiques et culturelles. Je dirais, et de dire, voilà, quoi, parce que c'est important pour la mémoire, c'est important pour les jeunes générations, de savoir qu'eux aussi, ils ont un visage de l'humanité, qu'eux aussi, ils ont produit des humanités importantes qui sont les mêmes partout ailleurs et qu'il n'y a pas de différence. Et quand ça s'est encore nié, je dirais, le saut de la créolisation, je dirais, en termes de discours politique, on attend un peu parce qu'il faut d'abord rétablir un équilibre. Et souvent, ça peut être perçu comme, bon, je veux dire, voilà, quoi, allez, on est tous hybrides. Non, justement. Et même quand on créolise, encore que Glissant dit autre chose. Glissant dit que la rencontre des cultures, des humanités, elle produit un tiers, un troisième lieu qui est imprévisible, quoi, qui n'est pas prévu, qui est créatif, qui est innovant. Ce n'est pas le métissage fondamentalement. La créolisation, c'est autre chose. Et que ce processus-là, il est irrémédiable, quoi, et qu'il enrichit l'esprit. Et c'est ce qui est vrai. C'est-à-dire que même si les rencontres sont violentes, le temps d'après, l'esprit humain est enrichi. De toute manière. Et donc, ce que tu dis, qui emprunte un peu, en effet, au fond, un discours, une sorte de principe espérance de Glissant. Au fond, la créolisation, c'est le principe espérance de Glissant. C'est de se dire qu'en effet,
confrontations, les conflits produisent un troisième tiers, et que ce troisième tiers, il appartient à l'humanité et Oui, dans son absolument vrai. originalité. C'est absolument vrai. Comment est-ce que tu penses que l'Europe et l'Afrique vont pouvoir dépasser, disons, le passé, et en particulier le passé de la colonisation? Grande question. En fait, justement, je voulais répondre à ce que tu disais par rapport à Glissant en disant oui, mais il ne faut pas occulter la violence de la relation. C'est ça que je voulais dire avant Oui. que ta question n'arrive. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a déjà un travail de vérité historique qui est un préalable au dépassement, tu vois, du contentieux. Quand on est encore dans un temps où il y a, je ne dirais pas du révisionnisme, mais on ne veut pas reconnaître fondamentalement la mémoire de cette rencontre violente pour certains, qu'on la minore, qu'on l'euphémise. Des fois, on l'insulte, ce n'est pas tout le monde. François Fillon a dit lors de la dernière élection présidentielle qu'ils étaient venus partager leur culture. Jean Castex, il y a à peine un mois, sur un plateau télé, ouais, mais quoi encore, on ne va pas s'excuser de la colonisation. Jean Castex, dernier Premier ministre français. C'est une parole politique, donc symbolique. Donc on se dit, tiens, la violence épistémologique, elle n'est pas finie. C'est-à-dire que c'est la parole d'une certaine élite. Elle a du sens. On ne peut pas dire ce genre de choses-là, c'est-à-dire et vouloir dépasser le problème. On ne peut pas ne pas enseigner convenablement cette histoire dans les classes d'histoire. On ne peut pas ne pas intégrer la mémoire de la communauté diasporique française ou européenne de manière égale dans le récit de l'histoire nationale. Patrick Boucheron a essayé de le faire en écrivant une histoire mondiale de la France, Voilà. etc. C'est ce que j'allais dire, c'est que Voilà. sur le plan académique, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Oui, les historiens font leur boulot. Certains, il y a toute une génération d'historiens qui font un travail remarquable là-dessus. Mais ce n'est pas la question. Pierre Garabellou, oui, je pensais à lui. Boucheron. Oui. Et l'autre, même il y a un troisième, son nom m'échappe. Ils ont fait un travail remarquable. Mais de ce travail-là, il faut passer au programme scolaire. Il faut passer au programme au collège. Il faut passer dans toutes les formes, je dirais, du discours et de la représentation. Je veux dire, il y a à intégrer comme cette histoire-là dans l'histoire de la nation. Et ça, là, il y a un travail à faire et qui n'est pas encore suffisamment fait pour dire les choses ainsi. Il y a aussi la parole symbolique qui des fois dérape, quoi. Qui des fois totalement dérape, oui. et qui traduit un imaginaire qui n'est pas encore guéri du complexe de la puissance ou de l'impérialisme, voilà, etc. Quoi. Il y a quelque chose là à faire de ce côté. Il y a aussi de l'autre côté à faire un travail que j'appellerais autosotériologique sur soi-même, oui. sur ses infractions, oui. un travail d'auto-réparation, c'est-à-dire ne plus attendre que ça vienne, que la parole réparatrice vienne d'une reconnaissance qui serait en face. Je dirais, sinon, vous êtes piégé, quoi. Si en face, il ne veut pas vous reconnaître, vous restez dans votre trauma. Donc, il y a un travail, il y a des instances de la cure que nous devons mettre en place pour nous-mêmes. Quels sont les lieux de la cure? Où est-ce que nous, on digère cette histoire? Et où est-ce qu'on avance? Et comment on le fait par nous-mêmes sans attendre forcément que cela nous soit octroyé? Et donc, il y a ces deux termes. Donc, je pense que chacun doit faire son travail. C'est ça, en fait, qui est intéressant. C'est que chaque terme, exactement. chacun doit faire son travail. Et puis, cette histoire, elle sera dépassée. Elle est même déjà dépassée dans les faits, dans la relation, elle l'est, en fait. Dans la relation, elle est déjà, je dirais, les groupes humains, les peuples sont en relation. Ils vont au-delà des relations institutionnelles. Comme des fois, le gouvernement va dire, excusez-moi, mais des bêtises sur le continent où la parole politique va être problématique. Ça n'empêche pas les groupes humains de tisser des relations à d'autres niveaux et de ne pas être dans cet imaginaire-là. Et ça, c'est important. Donc, ce n'est pas que la parole politique, mais elle est importante. Elle est importante quand Emmanuel Macron dit oui, mais on ne déboulonnera rien, etc. Au lieu de répondre avec intelligence à cette question de la statuaire, de qui on célèbre, c'est comme si on effaçait l'histoire. Ben non, je veux dire, la statuaire, les monuments, on sait très bien que c'est un discours dans l'espace public qu'on choisit, des faits qu'on met en exergue, on choisit de figer une mémoire, on peut même réfléchir pourquoi la mémoire guerrière. La France a autre chose à montrer, pourquoi pas Pierre et Marie Curie, etc. Et pourquoi la mémoire des conquistadors, je veux dire, et pourquoi la mémoire même des individus, je veux dire, alors que les œuvres sont des œuvres collectives, pourquoi un individu et de préférence un homme, etc. Et qui, ok, il a beau
avoir construit chez nous, je ne sais pas quoi, mais il a commis du tort chez les autres. Et ces autres sont maintenant en nous. On s'est projeté dans le monde est en nous. Et ces autres sont aussi font partie de la communauté nationale. Comment on n'entend pas que ça les insulte et que ça les choque et que la seule réponse, c'est de dire on assume l'histoire. Ben non, justement. Les générations présentes, elles ont fait ce qu'on a à faire. Charles disait, ben, notre testament notre État ne sera précédé d'aucun testament. On peut choisir d'être grand aujourd'hui. Quel que soit ce que les aïeux ont fait, on peut choisir de ne pas prolonger une relationnalité asymétrique et problématique. Et ça, c'est une responsabilité première. Et ça, ce sont des réponses que j'appelle non intelligentes, je veux dire, là-dessus. Et tout ne se joue pas là. Il ne faut pas aussi surpondérer cette parole-là. Heureusement que tout ne se joue pas là. Heureusement que de part et d'autre, il y a des êtres de bonne volonté qui travaillent à construire des liens différents. Et ça, il faut aussi le dire, quoi. Et ne pas... Mais c'est aussi important que d'un point de vue symbolique, les uns et les autres fassent leur travail et surtout qu'il y ait une sorte de justice historique et qu'on ne nous arrête pas par des slogans, ouais, guerre des mémoires, ouais, je sais pas quoi, des manières de refuser de penser la question, alors qu'il faut la penser en fait. J'aime beaucoup que tu aies cité René Char dans les feuillets d'hypnose, que reprend Hannah Arendt d'ailleurs dans un livre, La crise de la culture. Absolument. Au fond, on est en train de vivre la crise de la culture au niveau planétaire. Absolument. Et il nous faut en effet considérer le passé avec, j'allais dire, les yeux de l'avenir. Ne pas se soucier en effet du testament pour pouvoir faire vivre l'héritage. Absolument, 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 quoi. Et absolument, et je pense que tu vois, ce texte cette reprise de Arendt, elle est intéressante et en plus, il y a des ressources. C'est ça que je comprends pas, c'est que dans les humanités, je dirais européennes, il y a des ressources, quoi. Il y a Ricoeur qui a pensé cette question-là de manière absolument importante, quoi. Il y a énormément de ressources intéressantes qui existent pour penser ce rapport à l'histoire et comment justement, quoi. Parce que la question, c'est que le récit que l'on articule, c'est un choix. Je veux dire, on ne raconte pas l'histoire. Je veux dire, on articule un récit à des fins contemporaines et à des fins prospectives. Et ça dépend de où est-ce qu'on veut aller, quoi. Le vieux Sénèque disait, il n'est point de bon vent pour qui ne sait où aller. Si on veut aller vers une société réconciliée, on sait quel récit articuler. Felwine, merci mille fois de cet échange. Très stimulant, très intéressant. Il sera donc diffusé à partir de demain sur le site de la Columbia. Je remercie évidemment les équipes techniques de la Columbia University à Paris et également l'Institut français du Cameroun qui a permis cet entretien par-delà les continents. Je signale également que cet entretien paraîtra normalement ce week-end dans le quotidien d'idées en ligne qui s'appelle AOC, Analyse Opinion Critique. Et je te donne rendez-vous à très vite. À très vite. Un grand merci à toi et à bientôt. Merci beaucoup, Felwine.